Donc on est arrivé dans le cours sur le chapitre les opérateurs. Donc, quelle est la définition d'un opérateur? Un opérateur A est un être mathématique qui a tout quête psi appartenant à E, qui est l'espace des états, correspond à un quête phi appartenant à E aussi. Donc, c'est une application psi, ça donne A psi égale à phi. Donc, psi, c'est un quête propre de l'opérateur A. L'action de l'opérateur sur un quête, ça donne un autre quête phi. A est un opérateur linéaire si l'action de cet opérateur sur la somme de deux quêtes lambda psi plus mu phi est égale à lambda psi plus mu phi. Lambda et mu sont des complexes. Ils peuvent aussi être des réels dans le cas où on va voir la caractéristique d'un opérateur. La somme de deux opérateurs A plus B appliqué à psi, c'est A psi plus B psi. C'est-à-dire on agit le A directement sur le psi plus B appliqué à psi. Et le produit A B psi est égal à A B psi. Donc ça, ce sont des choses assez simples. On continue. Alors, on conçoit que l'action d'un opérateur AP sur psi ne donne pas en général le même résultat que l'action du produit PA. C'est-à-dire, donc A, B appliqué à psi, là, il faut faire attention. On ne peut pas dire AB psi est égal à B à psi. Donc, on fait A directement, B appliqué à psi. Une fois qu'on trouve le résultat B psi, on peut actionner l'opérateur A. Ici, on va introduire la notation ou la notion de ce qu'on appelle un commutateur. Donc, un commutateur, par définition, c'est AB moins BA ou A et B, ce sont deux commutateurs. Ce sont deux opérateurs, pardon. Si le commutateur est égal à 0, on dit que A et B commutent. Donc, si le commutateur AB qui est égal à AB moins BA égale à 0, dans ce cas, AB égale à BA, on peut dire que l'opérateur A commute avec l'opérateur B. Donc ça vient du mot commutativité que vous avez vu au lycée, XY est égal à YX. Donc il y a des définitions à savoir. Donc si on considère psi et phi deux quêtes propres appartenant à l'ensemble des états, le nombre complexe phi A psi est appelé élément de matrice. Donc, phi A psi, on l'appelle un élément de matrice de phi et psi. Étant donné une base, donc on a déjà vu dans le cours qu'il y a deux genres de bases. Donc, il y a les bases discrètes et les bases continues. Donc, si on considère une base, un opérateur A est représenté par une matrice dont les éléments sont, dans le cas discret, donc on a vu dans le cours ce qu'on appelle la base discrète et la base continue. Alors, si je considère la base discrète UI, donc il est caractérisé par l'indice I, donc c'est une base discrète, donc il est discontinu. Alors, l'élément de matrice du matrice UI A UJ, c'est tout simplement A et J. Donc, c'est un élément de matrice A11, A12, A21, A22. Donc, un opérateur, il est donné sous forme d'une matrice qui peut être d'ordre 2, 3, 4 et plus. Donc, UI, A, UJ est égal à UJ, sachant que UI, c'est une base discrète. Dans le cas d'une base continue, donc, on l'a noté dans le cours sous la forme du W alpha. Donc, c'est l'ensemble des ondes planes. Donc, nous avons W alpha, A, W, alpha prime, c'est un élément de matrice aussi, on en note alpha et le alpha prime. I et alpha sont les indices, J et alpha prime, c'est les unités de colonne. Et on a déjà vu, donc il ne faut pas oublier que les quêtes, ce sont des matrices colonnes, et les bras, ce sont des matrices lignes. Donc ces éléments-là, donc ils caractérisent les éléments de matrice. Alors, quelle est la définition d'un opérateur adjoint de A? Alors, l'opérateur adjoint, donc soit un opérateur linéaire agissant sur les éléments de E, et je précise E, c'est l'ensemble des états quantiques, on désigne par A+, l'opérateur adjoint de A, défini par, donc, phi A plus psi est égal à psi A phi étoile, c'est-à-dire, donc A est égal à A+, donc ça c'est l'adjoint de l'opérateur A, on dit que A est un opérateur hermétique si quel que soit phi, quel que soit psi appartenant à l'ensemble des états quantiques,
Et il faut que psi A phi il doit être égal à phi A plus psi étoile. Donc cette notation-là, j'ai transposé et je conjugue. Donc si je trouve la même chose, on dit que A est un opérateur hermétique. Donc ça c'est bien. On peut établir sans difficulté quelques propriétés suivantes. L'adjoint de l'adjoint d'un opérateur, c'est l'opérateur A. Lambda A plus est égal à lambda étoile, donc je refais ça. Je l'écris parce que c'est important. L'adjoint de l'adjoint d'un opérateur, c'est A. On sait que lambda A plus égale lambda étoile A plus. Et nous avons A plus B plus, c'est-à-dire l'adjoint de la somme des deux opérateurs, c'est la somme de l'adjoint des deux opérateurs. Et la dernière, A B plus égale à B plus A plus. Et ici aussi, chaque fois que nous avons un produit de deux opérateurs, il ne faut pas oublier d'introduire la notion de combinateur. Je continue. Alors, remarque, avec la notion de l'adjoint d'un opérateur, on peut établir l'adjoint d'une expression quelconque contenant tous les symboles utilisés en notation de Dirac, c'est-à-dire les bras et les quêtes. Et pour cela, il suffit de remplacer le quête psi par le bras. Donc le bras, c'est le conjugué du quête. Le bras par le quête psi. L'opérateur A par son adjoint. Le nombre complexe lambda par lambda étoile. Et inverse l'ordre d'écriture de ces symboles. Ça, c'est une remarque simple. C'est uniquement pour faire la conversion directe du classique vers le quantique. Alors, les opérateurs inverses et l'opérateur unitaire. Donc, ça, ce sont des simples définitions que les étudiants, que ce soit de la filière SMP et SMC, doivent savoir obligatoirement pour mieux comprendre, c'est-à-dire cette transformation et ce passage de la mécanique classique vers la mécanique quantique. Donc, il y a un ensemble de notations mathématiques qu'on appelle, c'est-à-dire la notation du Dirac. Donc il y a les produits scalaires, voilà, il y a ce qu'on appelle les opérateurs, cette notion d'écriture que l'étudiant doit comprendre pour mieux assimiler son cours. Alors, premièrement, on va, quelle est la définition d'un opérateur inverse? Donc on le note A-1. Donc A-1. Donc ça, c'est un opérateur inverse de A. Donc on dit que A- est un opérateur inverse de A, si, donc A-1 est égal à A-1, A est égal à 1, où 1 c'est l'opérateur identité. Donc c'est un opérateur qui ne modifie pas le quête auquel on applique, donc c'est-à-dire 1. Donc par exemple, quelle est cette notation? Alors on appelle opérateur identité, c'est un opérateur tel que quand je l'applique sur un quête, ça donne la même chose, donc il ne change absolument rien. Dans ces conditions, démonstration simple, si A psi égale à phi, alors psi égale à 1 moins 1 psi. Donc A phi A psi égale à phi. Par exemple, à phi, nous avons psi est égal donc A moins 1. Donc c'est l'inverse appliqué à phi. Et puisque A phi est égal à 1 moins 1 à psi, alors 1 phi égale à psi. Donc A est un opérateur inverse de A. Donc c'est assez simple. A est un opérateur unitaire. Quelle est la définition d'un opérateur unitaire? Donc par définition, un opérateur unitaire, donc A est unitaire si donc A plus égale à A plus A est égal à l'opérateur identité. Ou A plus c'est l'opérateur adjoint de l'opérateur A. Donc si vous faites une identification entre l'opérateur inverse et l'opérateur unitaire, on voit qu'on peut introduire aussi une troisième définition. A est un opérateur unitaire si son adjoint est égal à son inverse. On continue. L'opérateur hermétique. Et ça, c'est très très important dans la suite de la mécanique quantique. Donc, quelle est la définition d'un opérateur hermétique? Un opérateur A est hermétique s'il s'identifie à son adjoint. Donc, A égale à A+, donc ça veut dire, donc A est égal à A+, on dit que A est hermétique. Les mathématiciens, ils s'appellent l'hermitien. Donc A est égal à A+.
Donc si, quel que soit phi, quel que soit psi, quel que soit phi appartenant à l'espace des états, il faut avoir absolument cette égalité. Donc phi à psi, il doit être égal obligatoirement à psi à phi étoile. C'est-à-dire, si vous faites une comparaison, donc phi à psi, je prends le transposé. Donc c'est le conjugué du transposé. Là, c'est le transposé, et ensuite je conjugue. Si je trouve la même chose, je dis que l'opérateur est égal à A+. Donc c'est un opérateur hermétique. Par exemple, ce qu'on appelle l'opérateur projecteur, qui est égal à P phi égal à phi. Donc si je le conjugue, je retrouve la même chose. On peut alors remarquer que une combinaison linéaire à coefficient réel d'opérateurs hermétiques et thermétiques, donc c'est simple, le produit de deux opérateurs hermétiques et thermétiques si les opérateurs commutent. C'est-à-dire, donc A, B plus est égal à AB si le commutateur AB égale à 0, ça veut dire si AB égale à B1. Donc sans cette relation, on ne peut pas dire que AB égale à AB. Donc cette condition-là, cette égalité, veut dire qu'il faut absolument que le commutateur AB soit égal à 0. Bon, ici, donc, on va voir les relations d'orthogonalité. Donc, c'est le chapitre 5. Les relations d'orthogonalité et les relations de fermeture en notation de Dirac. Donc, on a déjà vu, donc, avant, dans le chapitre précédent, donc, il y a deux bases. Il y a UI est une base discrète. Est une base discrète, ça veut dire quoi? Que psi égale à somme sur i de ci UI. Donc, psi se décompose dans la base UI, qui est une base discrète, et là vous voyez la sommation, donc ça traduit la notion d'une discontinuité. Avec les ci, ce sont les coordonnées de psi dans la base UI, c'est-à-dire que les ci, c'est tout simplement UI psi. Donc si vous remplacez là, donc vous avez psi égale à somme sur i CUI avec CI, donc si on remplace, on en déduit directement qu'il y a ce qu'on appelle une relation de fermeture UI fois U est égal à 1, donc ça ne change absolument rien. La même chose pour la relation de fermeture, si je considère une base continue, donc c'est... quelle est la différence entre les deux? Ça, c'est une base discontinue. Par contre, WF alpha, c'est l'ensemble des ondes planes, est une base qui est continue. Nous avons la somme de WF alpha d 2 alpha est égal à 1. Donc, il y a deux relations de fermeture. Dans la base discrète, donc, il y a une sommation sur indice I, et la base continue, il y a une intégrale. Et ça, on va le voir dans un traitement de calcul. Alors, les vecteurs propres et les valeurs propres d'un opérateur. Donc, définition. Soit A un opérateur et psi inquiète. Donc, ça c'est normal. On dit que psi est vecteur propre de A si le transformé de psi par action de A sur un vecteur proportionnel est égal à A. C'est-à-dire, alors psi est vecteur propre de A associé à la valeur propre lambda si nous avons A psi est égal à lambda psi. Alors cette équation-là, on l'appelle l'équation aux valeurs propres ou bien équation séculaire. Donc je répète, psi est vecteur propre de l'opérateur A associé à la valeur propre lambda. Bien sûr, cette valeur propre, elle a des définitions, des caractéristiques. Si l'opérateur est un opérateur hermétique, on va démontrer plus tard dans le cours que la longueur, c'est-à-dire que la valeur lambda doit être absolument réelle. Donc, d'une manière générale, donc si on a une matrice qui a plus, c'est-à-dire ça c'est dans le cas d'un opérateur linéaire, si l'opérateur se présente sur plan matriciel, donc une matrice d'ordre 2, on aura deux valeurs propres et deux vecteurs propres. Une matrice d'ordre 3, il y aura trois valeurs propres et trois vecteurs propres. C'est-à-dire, d'une manière générale, A psi n égale à lambda n psi n. C'est l'équation séculaire, ça veut dire que lambda n égale à 1, 2, 3, etc. Ce sont les valeurs propres de l'opérateur A
associé au vecteur propre ψn. Donc il y a autant de valeurs propres que de vecteurs propres, ce qui est normal. Bon, ça c'est simple, c'est dans le cas de la dégénérescence. Alors, comment on recherche les valeurs propres et les vecteurs propres dans l'opérateur? Donc c'est tout simplement, on va faire, c'est-à-dire on va écrire l'équation en valeur propre, donc comme vous voyez dans le slide. Ensuite, on va suivre avec exactitude et on va arriver, donc c'est-à-dire c'est très très simple à démontrer. Donc pour déterminer, donc j'écris là aussi mieux. Donc pour déterminer ou pour déterminer les valeurs propres de l'opérateur A, on cherche le déterminant de la matrice A moins lambda fois la matrice identité égale à 0. Donc les valeurs propres cherchées sont donc des diverses racines de l'équation en lambda, dites caractéristiques ou bien l'équation séculaire. Et donc on va faire donc, les observables et les théorèmes fondamentaux. Donc là, c'est vraiment très très important. Donc avant d'introduire de nouvelles notions, il est important de savoir que l'intérêt des opérateurs hermétiques réside dans les deux propriétés suivantes. Les valeurs propres d'un opérateur hermétique sont tous réelles. C'est-à-dire, alors, si A égale à A+, nous avons A psi égale lambda psi, ça veut dire qu'il faut avec lambda appartenant à l'ensemble R. Donc, ils doivent être réels. Démonstration. Donc, les valeurs propres d'un opérateur hermétique doivent être réelles. Ça veut dire quoi? Pour un étudiant, si on lui donne un examen ou on lui demande de montrer qu'une matrice, c'est-à-dire un opérateur est un opérateur hermétique, les valeurs propres, il faut faire attention, il doit trouver des valeurs réelles. Donc, s'il trouve des valeurs complexes, donc il faut qu'il s'arrête automatiquement parce que ça veut dire qu'il a commis des erreurs, il faut refaire les calculs. Donc, démonstration. Donc, A psi égale à lambda psi. On a écrit l'équation en valeur propre. Psi, c'est le vecteur propre de l'opérateur A associé à la valeur propre lambda. Donc, si je conjugue, ça me donne le bras A+, et comme A est un opérateur hermétique, donc A égale à A+, donc je laisse le A, égale, je conjugue cette expression, ça me donne psi lambda étoile. Si je multiplie ici par si j'applique le quête psi ici, on aura psi A psi égale lambda psi psi. Le bracket psi doit être égal à 1 parce que le vecteur propre est normé à 1 égale à lambda. De la même manière, je vais appliquer le quête psi à droite ici. On aura psi A psi égale, donc lambda étoile, je la sors ici, ça vous fait psi psi. La même chose, le bracket ou le produit scalaire doit être égal à 1, ça veut dire égal lambda étoile. Quand vous avez la même élément, la même écriture, la même matrice, il faut que lambda égale à lambda étoile. Donc cette démonstration veut dire que les valeurs propres d'un opérateur hermétique doivent être réelles. On continue. Deux quêtes propres associées à deux valeurs propres différentes d'un opérateur hermétique sont orthogonaux. Je répète doucement parce que c'est important. Deux quêtes propres ou deux vecteurs propres associés à deux valeurs propres différentes d'un opérateur hermétique sont orthogonaux. On va voir ça.